Ce moment est venu. L'Ukraine lance l'offensive contre les Russes en Transnistrie. Poutine s'est trompé dans son scénario sanglant. Explosion en Syrie. Zelensky l'a fait. La Turquie prend le contrôle total du Caucase et fait plier la Russie. Moscou est piégé. La partie est finie. Le Kremlin l'admet, l'Ukraine est une superpuissance des drones. Les hauts gradés russes supplient d'arrêter la terreur sur le front de nos drones de la mort. Il faut le voir de ses propres yeux. Orban s'est mis dans le pétrin avant les élections. Les États-Unis ont durement utilisé le hongrois. Après cela, la Russie n'est plus prête à reprendre le Premier ministre sous son aile. C'est un fiasco. Le bombardement de l'année. Les occupants se retrouvent dans un triangle de frappe. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. À l'instant, une explosion en Transnistrie. Poutine attise un nouveau front. L'armée ukrainienne est prête. La Moldavie et l'Ukraine préparent une frappe qui anéantira tous les plans de Poutine. C'est à voir absolument. Le Kremlin crache à nouveau le feu et tente d'impliquer son allié. La réponse cinglante des nôtres ne saurait tarder. Sera-t-elle cette fois assez puissante pour balayer le Kremlin ? Ne manquez pas les premiers pronostics. Le Kremlin prévoit de créer une zone tampon dans la région de Vinnytsia du côté de la Transnistrie. C'est ce qu'a déclaré Pavlo Palissa, chef adjoint du bureau du président, dans une interview récente. Le général de brigade a évoqué les plans de la campagne printemps-été des Russes, où les occupants envisagent pour la première fois de créer une zone tampon dans la région de Vinnytsia. Les Russes ont même inclus dans leur plan la création d'une zone tampon dans la région de Vinnytsia du côté de la Transnistrie non reconnue. C'est la première fois que des plans de cette nature sont enregistrés chez eux. Pavlo Palissa, général de brigade des forces armées ukrainiennes. On parle du danger venant de Transnistrie depuis le début de l'invasion à grande échelle. Et l'armée ukrainienne est prête aux provocations du contingent russe en Transnistrie, la divulgation du plan étant une mesure préventive privant l'ennemi de l'effet de surprise. En Transnistrie, il y a effectivement un contingent militaire russe et une population pro-russe que Poutine pourrait utiliser pour créer une tension supplémentaire et détourner les forces ukrainiennes d'autres directions. Les citoyens doivent accueillir calmement ces informations et agir de manière constructive, être plus vigilants, préparer la population locale aux menaces et maintenir la préparation à la défense du pays. Ivan Timochko, observateur militaire. Et des régions spécifiques, des zones tampons et la prise, peut-être pour ainsi dire, d'Odessa, de Mykolaïv. C'est-à-dire que tout cela, ce sont, vous savez, des fantasmes de la Fédération de Russie. Ils les ont exprimés à plusieurs reprises. Poutine l'a dit lors d'une réunion du Conseil du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve, pas de potentiel et pas de motivation systémique. Et il le comprend lui-même. Palissa, chef adjoint du bureau du président, a expliqué que les Russes prévoient toujours de créer une zone tampon dans les régions de Kharkiv, Soumy et Tchernihiv, ainsi que de tenter de s'emparer de Zaporijia et de Kherson. À long terme, réaliser la capture des régions de Mykolaïv et d'Odessa. Évidemment, leur attention principale cette année sera concentrée sur le Donbass et si les conditions leur sont favorables, ils vont développer et intensifier leurs efforts dans la direction sud. C'est l'axe d'Olexandrivsk et tout le secteur de Zaporijia. Pavlo Palissa, général de brigade des forces armées ukrainiennes. Le général de brigade Palissa a aussi déclaré que les occupants changent sans cesse leurs plans et leurs délais, faute de moyens et de forces pour les réaliser. Ils annoncent ces plans. Oui, ils préparent des réserves pour s'emparer de la région de Donetsk, des objectifs fixés, je le dis franchement, des dizaines de fois. Nous avons noté pour Pokrovsk 23 échéances depuis septembre 2025. Ils prévoyaient de prendre Pokrovsk. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Je ne parle même pas du Donbass et encore moins de 5 régions d'Ukraine. C'est irréaliste. Actuellement, selon les données non seulement ukrainiennes, mais aussi britanniques, l'armée ukrainienne connaît sa meilleure situation au front depuis 10 mois. L'Ukraine a l'avantage sur pratiquement tous les types de drones, et le nombre de soldats russes éliminés dépasse les réserves qu'ils parviennent à reconstituer. Il ne peut donc être question d'aucune zone tampon, surtout dans la région de Vinnytsia. En ce moment, l'Ukraine s'engage sur plusieurs fronts à la fois, la Turquie, la Syrie, l'Afrique. Erdogan parle déjà du triomphe de Zelensky. Pendant que le Kremlin s'accroche à ses derniers restes d'influence, Kiev la démantèle à travers le monde, détourne Damas, renforce l'influence d'Istanbul au Caucase et même en Afrique transforme les navires russes en cibles. La domination de l'Ukraine ne peut plus être cachée.
Un jeu mondial au terme duquel Poutine sera le grand perdant. Vous ne pouvez pas rater ça. L'Ukraine change les règles du jeu. Les portes sont ouvertes. D'abord les négociations à Istanbul, maintenant le voyage à Damas. D'un pays qui recevait autrefois de l'aide internationale, elle est progressivement devenue, au fil des années, un pays qui exporte désormais de l'assistance, notamment en matière de sécurité, vers d'autres nations. Une alliance qui changera la carte du monde. Et c'est vraiment une percée majeure pour la diplomatie ukrainienne. C'est pourquoi le Kremlin commence à sérieusement s'inquiéter. Ce n'était pas juste une initiative de Zelensky, il y avait un intérêt pour l'Ukraine et ses technologies de défense. Une alliance basée sur des intérêts communs avec un ennemi partagé et une vision d'une région libérée de l'emprise de Poutine. L'Ukraine s'implante activement au Moyen-Orient et en Afrique, surtout pour contrer l'influence et les activités russes sous toutes leurs formes. Le territoire syrien est depuis longtemps considéré comme l'un des axes sud-nord, oui, pour les ressources énergétiques du Moyen-Orient. Il est utile d'être l'ami d'un tel pays. Pour la première fois depuis le début des années 2000, les autorités ukrainiennes se sont rendues en Syrie. La délégation était accompagnée de représentants de la Turquie. Bonjour Excellence, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Bienvenue à Damas. Et ce n'est pas qu'un simple geste diplomatique, mais une partie d'un jeu géopolitique bien plus complexe. Sur fond de crise énergétique mondiale, le gouvernement et le président ukrainien s'intéressent à des livraisons stables de pétrole et de produits pétroliers, permettant de résoudre efficacement les problèmes énergétiques du pays, ainsi que la logistique des forces de défense. Damas s'éloigne de la présence militaire russe en Syrie et ne souhaite plus rester dans son ancienne dépendance vis-à-vis de Moscou. Malgré le changement de régime, les Russes ont fui la Syrie à toutes jambes, en quittant le pays de manière précipitée. Cependant, ils tentent toujours, encore aujourd'hui, de négocier concernant le maintien de leur base militaire à Tartous. La liquidation des bases russes n'est désormais plus qu'une question de temps. De plus, la Syrie, après le changement du régime de Bachar el-Assad, montre actuellement sa volonté de s'éloigner de la Fédération de Russie. C'est-à-dire qu'il s'agit de la liquidation totale de la présence militaire de la Fédération de Russie sur le territoire de ce pays. L'Ukraine a déclaré être prête à contribuer activement à la sécurité alimentaire du Moyen-Orient. Cela ouvre de nouveaux marchés très prometteurs pour les entreprises ukrainiennes. On a résolu des questions complexes sur l'expansion des liens économiques avec plusieurs partenaires étrangers et surtout sur les possibilités de coopération technico-militaire avec les pays du Golfe et la Syrie. On a aussi abordé la possibilité de reproduire l'expérience ukrainienne réussie face aux moyens d'attaque aérobalistique de l'ennemi. La Turquie a besoin de l'Ukraine comme partenaire doté d'une réelle expérience militaire et des technologies de la guerre moderne. En plus de cela, la Turquie concurrence Moscou depuis de longues années au Caucase, au Moyen-Orient et en Asie centrale. C'est pourquoi l'Ukraine s'intègre progressivement dans la stratégie régionale turque. Grâce à l'impact des forces de défense ukrainiennes sur la flotte russe de la mer Noire, les Turcs voient cela d'un très bon œil. Ankara est vue comme une plaque tournante régionale, clé par laquelle des initiatives énergétiques avec l'Ukraine peuvent être réalisées. Car désormais, la Turquie, comme beaucoup d'autres pays, limite sa coopération énergétique avec la Russie, y compris les accords gaziers. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de contenir l'influence russe dans cette région conjointement avec la Turquie. D'autant plus qu'une telle expérience existe déjà en Libye, où l'Ukraine coopère avec la Turquie pour aider le gouvernement légitime, alors que la Russie combat dans le camp adverse. La Libye est un autre pays qui devient un nouveau front extérieur de la guerre contre la Russie. La partie ukrainienne élargit ainsi les possibilités de pression sur la Fédération de Russie en matière de blocage et de logistique. Il s'agit de la capacité à assurer la présence militaire russe sur le continent africain et au Moyen-Orient. Et cela réduit surtout les chances d'obtenir des super-profits via l'utilisation de navires de la flotte dite fantôme. Les militaires ukrainiens sont stationnés sur une base en Libye avec un accès à la mer. Selon les services de renseignement britanniques, la communauté du renseignement ukrainienne, notamment la direction principale du renseignement du ministère de la Défense et les forces d'opération spéciales, a réduit à un minimum historique la présence de la Fédération de Russie dans le bassin de la mer Noire. Et
Selon toute apparence, l'expérience réussie de la confrontation avec la Fédération de Russie dans le bassin de la mer Noire sera désormais extrapolée directement au bassin méditerranéen. En mars, une frappe a été menée contre un pétrolier russe battant pavillon de la Fédération de Russie. Le navire, qui transportait environ 60 000 tonnes de gaz naturel liquéfié, a été gravement endommagé. L'Ukraine attaque désormais la Russie non seulement en mer Noire, mais détruit aussi toute l'architecture d'exportation russe dans le monde. La partie ukrainienne a décidé d'évincer la Fédération de Russie du marché alimentaire et de celui des engrais minéraux, tant en Syrie que dans les pays du Golfe. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, mais aussi de routes, d'assurances, de sanctions, d'énergie et du droit de définir où s'arrête le front. Oui, et surtout pour la sécurité ukrainienne, car cela contribue à réduire de façon notable les capacités de la Fédération de Russie à renflouer ses caisses et à utiliser le continent africain comme une base importante pour maintenir sa présence politico-militaire. Les experts notent que la plupart des accords conclus sont à long terme et que leur mise en œuvre dépendra du travail diplomatique et économique futur. En analysant le soutien à l'Ukraine et l'alliance avec d'autres pays, on peut affirmer que le Kremlin n'est certainement pas parmi les vainqueurs. Panique dans les marécages. L'armée ukrainienne a déployé une arme fatale, des drones qui terrifient même les troupes d'Akhmat. Un triomphe pour les nôtres que les Russes ne cachent même plus derrière leurs excuses habituelles. L'Ukraine a fait un bond technologique sur le front, plongeant l'armée de Poutine en plein enfer. Ces oiseaux de combat ont fait grimper les enjeux et la Russie semble à court d'atouts. L'ennemi l'admet, l'Ukraine est désormais plus forte que l'OTAN. Qu'est-ce qui nous attend? Voyons cela. Les fabricants ukrainiens ont réussi une percée majeure dans le domaine des drones. Ils gardent le secret sur ces nouveaux modèles, mais en Russie, on se plaint déjà que combattre l'Ukraine est devenu bien plus dur. Comme le commandant d'Akhmat, Apti Alaudinov, qui n'avait jamais eu l'air aussi dépité en parlant de drones prétendument abattus. Il faut noter que la situation a changé précisément en ce qui concerne les drones. L'ennemi dispose désormais de drones d'un nouveau type. Ces derniers jours, nos gars ont abattu plusieurs drones de cette catégorie. Eh bien, nous les avons déjà étudiés en laboratoire pour voir de quoi il s'agit. Il semble que ces drones soient issus d'une production conjointe Ukraine-Allemagne ou Ukraine-France, des modèles très modernisés. Les drones compliquent la logistique des occupants, tout comme leur vie quotidienne. Et voici ce dont parle Alaudinov. Le drone martien. Les drones opèrent de jour comme de nuit. On ne les entend pas, sauf au dernier moment lors du piqué, comme ici. Ils sont indétectables par les radars classiques et protégés contre le brouillage. De plus, selon les Russes, la qualité est excellente et certains pensent qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Alaudinov prétend connaître toute la technologie de ces drones, mais nos experts ne sont pas d'accord. Au niveau tactique, il existe plusieurs solutions différentes qui permettent de contourner le brouillage russe, comme par exemple le changement régulier des fréquences utilisées ou bien l'utilisation de la fibre optique. Il faut préciser qu'Apti Alaudinov n'est absolument pas un spécialiste reconnu des questions de radiotechnique ou de communication militaire. Il est simplement le porte-parole officiel du groupe Akhmat, rien de plus. C'est pourquoi Apti n'en dit pas trop, se contentant d'admettre avec tristesse qu'ils existent et sont dangereux. De plus, les soldats russes se plaignent que l'Ukraine utilise désormais des drones avec des bombes au graphite. Non, ce ne sont pas des drones nucléaires. L'intérêt est de neutraliser l'équipement et l'électronique sans destruction physique ni dégâts aux bâtiments. Ainsi, même sans frappe de précision, il faut savoir que si cette poussière de graphite, qui est très fine et presque invisible à l'œil nu, se dépose peu à peu sur les câbles électriques ou sur d'autres composants sensibles, elle peut perturber la transmission du courant ou des signaux et provoquer des pannes. Par exemple, cela peut entraîner des coupures soudaines ou des dysfonctionnements inattendus, ce qui complique la maintenance et la réparation des équipements concernés.
Si nous parlons d'un système de défense anti-aérienne, d'un complexe de missiles solaires, et qu'une telle munition tombe dessus, oui, elle peut ne pas détruire ce complexe, certes, mais compte tenu de sa charge, elle peut le couper complètement de toute communication et même court-circuiter les liaisons internes. L'Ukraine progresse technologiquement et on ne voit pas la fin de cette avancée, ce qui est très réjouissant. De plus, comme l'a déclaré la société ukrainienne General Chereshnya, une grande usine souterraine sera construite en Ukraine pour produire des composants de drones avec la société croate ORQA, le plus grand fabricant mondial de drones et de composants. L'objectif est une indépendance totale vis-à-vis des composants chinois. Ainsi, alors que la Russie renforce cette dépendance, l'Ukraine consolide ses propres forces. Actuellement, l'Ukraine augmente la production et la modernisation des drones. Mieux encore, elle en exporte même. Les entreprises ukrainiennes de drones figurent dans le top 5 mondial. Et il semble que la démilitarisation tant voulue par Poutine ait lamentablement échoué, tout comme la prise de Kiev en 2 ou 3 jours. D'ici à l'année 2026, il est certain que l'Ukraine sera devenue le pays leader incontesté à l'échelle mondiale dans le domaine du développement, de la production et de l'utilisation de différents systèmes de drones, que ce soit pour des opérations au niveau tactique ou stratégique, afin de frapper et de neutraliser l'ennemi de façon efficace. Nous avons donc beaucoup d'expérience et de savoir-faire à partager et à transmettre à nos partenaires du monde entier sur cet aspect important de la guerre moderne. La guerre a changé depuis longtemps, elle est devenue technologique. Et maintenant, la tactique russe consistant à prendre des positions par des assauts de chair humaine ne fonctionne plus. En même temps, les correspondants de guerre russes ne sont plus certains. C'était quoi de la guerre électronique? Qu'ils pourront gagner quoi que ce soit. Désormais, ce n'est plus l'OTAN qui forme les soldats ukrainiens, mais l'armée ukrainienne. C'est un constat amer, mais il faudra l'accepter tel quel. L'armée ukrainienne, les militaires ukrainiens, apprennent à l'OTAN comment cette guerre doit être menée. C'est déjà un secret de Polichinelle. Si, il y a quelque temps, on parlait de terrains d'entraînement en Bavière ou en Saxe pour former les soldats ukrainiens, aujourd'hui, tout est différent. Sur ces mêmes terrains, on forme désormais les soldats de l'OTAN. En fait, je vais être direct, mais d'après ce que je vois et ressens, je sais que ça ne plaira pas à beaucoup, mais je le dis. Il s'est avéré que l'armée ukrainienne est plus forte que l'armée de l'OTAN. La soi-disant deuxième armée du monde ne fait pas le poids face aux ambitions du vieux dictateur Poutine. Et il est temps de l'accepter. Les convulsions préélectorales d'Orban. Les États-Unis lâchent la main de l'ami de Poutine et se tournent vers le Magyar. On sait enfin pourquoi J.D. Vance s'est réellement rendu à Budapest. Le moment de vérité. L'accord secret entre Orban et Poutine. Une fuite qui choque toute la communauté mondiale. La mafia russe. Le passé secret du Premier ministre hongrois. L'Ukraine a fait tomber les masques. La victoire d'Orban n'est plus garantie. On en parle dans un instant. Vance est venu pour sauver Orban. 5 jours avant les législatives en Hongrie, le vice-président américain est venu soutenir le Premier ministre. Vance est le premier vice-président américain à se rendre en Hongrie depuis 35 ans. Vance joue essentiellement le rôle d'agitateur VIP pour Orban avant les élections. Et il doit aider à mobiliser l'électorat d'Orban avant ces élections en disant que les États-Unis sont avec lui. Soutenez Orban et vous serez amis avec les États-Unis. Le vice-président américain n'a pas tari d'éloges. Il a loué le leadership d'Orban, le qualifiant d'homme ayant fait plus que tout autre leader européen pour résoudre la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parallèlement, Vance a critiqué l'Union européenne, dénonçant une prétendue ingérence de Bruxelles dans les élections. Il voit Orban comme une force destructrice au sein de l'Union européenne, capable, sinon de la démanteler de l'intérieur, du moins de l'affaiblir. Cela permettrait aux États-Unis de dicter leur volonté à l'Union européenne sur les tarifs et la coopération économique. C'est l'idéal de Trump qui a souvent dit que l'Union européenne devait être détruite. L'Union européenne serait une organisation hostile aux États-Unis, elle doit donc être détruite. Orban y contribue. C'est à vrai dire l'un de ses principaux slogans. Il s'opposera à Bruxelles. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle Orban est tant apprécié par l'administration Trump. Il a aussi accusé certains services secrets ukrainiens de tenter d'influencer les élections aux États-Unis et en Hongrie. Comme on le voit, la maladie progresse et elle s'est déjà propagée de Donald Trump à son vice-président.
Il cherche partout des coupables, des sorcières, pour l'ingérence dans les élections américaines et européennes. Mais en fait, seuls les Russes ont prouvé leur ingérence dans l'élection où Trump a battu Hillary Clinton. Alors, c'est sans doute l'hôpital qui se moque de la charité. Le 12 avril, la Hongrie élira son nouveau Parlement. Ces élections sont cruciales pour la stabilité de l'UE et les relations futures avec l'Ukraine. Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans et connu pour son penchant pro-russe, joue son avenir politique. Orban mène une campagne médiatique agressive, saturée de désinformation. L'objectif est de convaincre les Hongrois de ne pas suivre l'Europe dans son aide à l'Ukraine. Sur les affiches électorales du parti Fidesz figurent les visages de Volodymyr Zelensky et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui entraînerait soi-disant la Hongrie dans la guerre. C'est la signature des services secrets russes. Ils essaient très souvent, dans la rhétorique électorale, d'utiliser le langage de l'intimidation. Orban, en essayant de diaboliser à la fois Zelensky et les dirigeants européens, a tenté de créer une telle atmosphère de peur généralisée, de menace pour la Hongrie et de se présenter comme une sorte de sauveur. Mais comme on le voit, Orban ne parvient pas à duper la majeure partie de la population de son pays. Et tout cela se reflète très bien dans les sondages qui ne cessent de fondre. Viktor Orban est un dirigeant pro-russe au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors que la plupart des pays occidentaux tentent de s'isoler de l'agresseur, Orban continue de tisser des liens. Selon l'agence Bloomberg, le Premier ministre hongrois a proposé au dictateur russe Poutine son aide pour régler la guerre en Ukraine et l'a assuré de son amitié. De plus, en décembre, la Hongrie et la Fédération de Russie ont conclu un accord secret en 12 points visant à renforcer les liens avant les élections d'Orban, écrit Politico. Orban aime beaucoup l'argent et la Russie est une source de revenus de corruption pratiquement illimitée, du moins du point de vue d'un pays comme la Hongrie. Et ce sont des revenus de corruption qui iront directement dans la poche d'Orban et non par exemple dans le budget hongrois. Il s'avère que le premier ministre pro-russe de Hongrie, Viktor Orban, était lié à la mafia russe dans les années 90 et recevait des financements de sa part. De grosses sommes d'argent liquide ont été remises à Orban pour sa campagne politique, rapporte The Insider. Seulement aujourd'hui, l'argent russe n'aide plus Orban. L'ère de son règne est menacée. Son parti, le Fidesz, perd du terrain face à l'opposition, le parti TISA. Orban se comporte, et pas seulement, il est en fait un dirigeant autoritaire qui se moque de la légalité et qui, en principe, ne respecte aucune tradition démocratique. Il est donc évident que les falsifications, les ressources administratives, les tentatives d'utiliser les services secrets de pays étrangers, oui, principalement les Russes, tous ces outils conviennent à Orban et il fera tout son possible pour s'accrocher au pouvoir. Un changement de parti au pouvoir signifierait non seulement un changement de Premier ministre, mais aussi un changement de cap de la politique étrangère de la Hongrie. Il ne faut pas trop attendre de Magyar, car il reste un dirigeant hongrois. C'est-à-dire que pour tout dire, l'Ukraine n'a pas besoin de grand-chose de la part de la Hongrie. L'Ukraine ne s'attend pas à ce que la Hongrie devienne soudainement un pays pro-ukrainien. Pour l'Ukraine, il suffit que la Hongrie ne soit pas un pays anti-ukrainien, qu'elle ne bloque pas toutes les décisions concernant l'Ukraine au sein de l'Union européenne, qu'elle ne nuise pas et qu'elle ne fasse pas de sabotage. Et je pense qu'à cet égard, il sera possible de s'entendre avec n'importe quel gouvernement hongrois qui ne soit pas celui d'Orban. Auparavant, les médias occidentaux écrivaient qu'Orban pourrait instaurer l'état d'urgence et tenter de reporter les élections ou d'en contester les résultats, ce qui pourrait mener à une crise politique. Ce ne sont plus de simples frappes, c'est l'effondrement du système. Les forces ukrainiennes ont de fait effacé pour l'ennemi la frontière entre le front et l'arrière. La flotte russe de la mer Noire perd rapidement ses forces et l'aviation tant vantée de Poutine disparaît dans les flammes des frappes. C'est la panique au Kremlin. Ils admettent être submergés par une attaque massive de drones qu'ils ne parviennent pas à maîtriser. Le SBU agit avec précision et inflige des coups douloureux. La défense antiaérienne russe semble désemparée. On entend de plus en plus souvent qu'elle ne fonctionne tout simplement pas. Et maintenant, la grande question, quand le coup décisif sera-t-il porté ? Les premières estimations tombent déjà et elles sont inquiétantes. Le fleuron de la flotte de la mer Noire, la frégate Amiral Makarov, a été détruit par un drone ukrainien. Il était hacké dans le port de Novorossiysk. Le navire servait à lancer des missiles Kaliber sur l'Ukraine et était considéré comme le fleuron de facto de la flotte après le naufrage du croiseur Moskva.
Eh bien, maintenant, il semble que le navire amiral Makarov ne pourra plus tirer de missiles calibre. C'est vraiment une réussite importante pour les forces armées ukrainiennes et cela représente un coup dur pour le potentiel offensif de missiles des troupes russes. L'état-major ukrainien a aussi annoncé avoir touché un avion amphibie de lutte anti-sous-marine B-12 sur l'aérodrome de Katcha. La direction du renseignement a ajouté que l'avion amphibie B-12 Tchaïka était équipé de tous les dispositifs nécessaires pour la lutte contre les sous-marins. Ce ne sont pas seulement les armes coûteuses, mais la source principale du trésor russe qui souffre des drones ukrainiens. Depuis 2 semaines, les frappes sur les raffineries de la mer Baltique ne s'arrêtent pas. Sur lequel le carburant coule tout simplement. À Oust-Louga, on n'a pas le temps d'éteindre et de réparer, car les drones y arrivent presque 24 heures sur 24, bloquant ainsi l'expédition de l'or noir. Des rapports indiquaient qu'à Oust-Louga, le chargement de pétrole et de produits pétroliers avait repris. Un pétrolier s'était approché, était en cours de chargement et ainsi de suite. Mais dès cette nuit même, des informations sont tombées. La joie fut de courte durée à Oust-Louga. Une nouvelle attaque de drones a été menée. Outre les ports d'Oust-Louga et de Primorsk, une frappe a touché le terminal pétrolier Cheskaris à Novorossiysk. Suite à cette frappe, 6 sur 7 des postes de chargement de pétrole servant au transfert depuis les pétroliers ont été endommagés. Ce terminal est l'un des plus grands complexes de transbordement de pétrole et de produits pétroliers du sud de la Russie, et il alimente en carburant les troupes russes en Ukraine. Le SBU travaille systématiquement à réduire le potentiel militaire, économique et logistique de l'adversaire. Ces opérations se poursuivront tant que la Russie ne cessera pas son agression contre l'Ukraine. Chaque frappe de ce type sape la capacité de l'ennemi à financer la guerre et à approvisionner ses troupes. En fait, les frappes ukrainiennes sur les plus grandes raffineries russes ont stoppé l'exportation de pétrole et donc les revenus du Kremlin. La Russie exporte environ 250 millions de tonnes de pétrole par an et de 100 à 130 millions de tonnes de produits pétroliers. Prenez Cheskaris, sa capacité maximale est de 75 millions de tonnes. Primorsk sur la mer Baltique, dont on a déjà parlé, on en parlait tout le temps, 74 millions de tonnes. Et Ust-Louga, qui a été la cible d'une nouvelle frappe cette nuit, environ 30 millions de tonnes. Si 3 ports sont hors service, 2 en mer Baltique et 1 en mer Noire, eh bien environ la moitié des exportations de pétrole russe est arrêtée pour un temps. Ces derniers temps, les forces ukrainiennes attaquent la Russie bien plus efficacement que ne le fait l'armée russe. Selon les données officielles, la défense russe a intercepté 7440 drones ukrainiens en mars. On ignore combien ont atteint leur cible. De son côté, la défense ukrainienne a abattu 5935 Shahed et autres drones. Cela représente 89,8% des cibles, ce qui signifie que l'Ukraine a pris l'initiative pour la première fois. Auparavant, le nombre d'attaques de drones était considéré comme un avantage majeur de l'armée russe. Désormais, l'industrie ukrainienne a rattrapé son retard et les frappes sont si efficaces que le Kremlin ne sait plus comment les arrêter. C'est tout pour moi. C'était Darina Goutsalo avec vous. Encore plus d'actualités brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt.